mais je crois que c'est aussi le cas de notre invité ce matin qui est arrivé même en avance avec le sourire. Amel Chabi qui est avec nous. Ça va, Amel ? Oui, ça va. Merci beaucoup de me recevoir. Mais ça fait plaisir. Avec grand plaisir. On va passer les 40 prochaines minutes ensemble et également quand on a des invités, c'est toujours Valentin qui me rejoint dans le studio. Ouais, salut Vivi, salut Amel, ça va bien? Salut, ça va et toi? Ça va super. Alors ce matin, on va parler d'humour et plus précisément de stand-up. Ouais, une discipline venue tout droit des États-Unis qui a explosé en France ces 20 dernières années. À Paris maintenant, il y a des comédie clubs à tous les coins de rue. On en parle avec une passionnée ce matin, Amel Chabi, révélée lors de la première saison du Jamel Comedy Club. Amel, ça fait 3 ans que tu discutes avec des humoristes de renom pour ton podcast Dinguerie Room. Et récemment, tu as décidé de matérialiser tout ça avec un livre qui s'appelle Dinguerie Book. On va en parler bien évidemment, mais avant ça, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un passage de stand-up qui t'a fait mourir de rire, vraiment celui qui t'a le plus fait rire de toute ta vie? Est-ce que tu t'en rappelles? C'était avec qui, quand? Alors, un celui passage, en a, ouais. Tout, quoi. Ce qui m'a donné envie, en tout cas, de faire du stand-up, c'est nos piliers, c'est Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. La première fois que je suis allée le voir au théâtre, c'était plus du sketch, mais cette sensation de rire du ventre, c'est extraordinaire, quoi. Et t'en as pas un précis, un moment vraiment où tu te dis c'est vraiment celui-là? Non, quoi. J'en ai tellement. Tu sais, je suis dans les comédie clubs toutes les semaines, donc toutes les semaines j'ai un truc, je me dis oh non, trop fort. Récemment, Mustapha El Atrassi m'a fait mourir de rire. J'ai eu la chance d'aller le voir en rodage dans un comédie club que j'adore qui s'appelle Le Sacré. J'ai pris une claque, franchement. Donc c'est constamment en évolution. C'est pas figé, ça bouge Non, tout le temps, ouais. Amel, ce matin, tu es venue nous présenter ton nouveau livre qui s'appelle Dinguerie Book. Alors déjà, il est très très beau. La couverture est bleue. Non, c'est vrai, il est très beau. C'est une adaptation de ton podcast qui s'appelle Dinguerie Room, comme le disait Valentin tout à l'heure, dans lequel tu as interviewé des humoristes. Et en fait, alors ce livre, si j'ai bien compris, il part d'une réflexion. Tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'ouvrages de référence sur le stand-up. Pourquoi c'était important d'en avoir un? Eh ben parce que comme tu le dis, il n'y en avait pas. Et je trouve que le stand-up mérite un ouvrage dans les bibliothèques. Et c'est pour ça qu'il est beau. Je voulais qu'il se soit du papier de qualité, avec une couverture un peu dure, que tu puisses presque mettre même en déco chez toi, qu'on puisse le voir. C'est ça, hein. Il y a de la dorure et surtout à l'intérieur, il y a tellement d'entretiens hyper inspirants, de figures du stand-up importantes et naissantes aussi, puisqu'il y a de tout. Il y a des gens très très établis dans le stand-up et d'autres qui viennent de commencer, d'autres qui sont au milieu de leur carrière, et tu te rends compte que tous ont quelque chose qui les lie, des doutes, une envie viscérale d'aller sur scène tout le temps, et c'est des passionnés. Et d'ailleurs, le premier entretien, celui qui ouvre le livre, c'est un entretien avec Yacine Bellous, et lui, il a une analogie assez marrante entre le Jamel Comedy Club et Poudlard, et il dit Jamel Debbouze, en fait, c'est un peu le Dumbledore du stand-up. Pourquoi est-ce que Jamel Debbouze, il a mérité ce titre honorifique? Parce que, voilà, pour ceux qui... Enfin, j'espère que tout le monde a la référence d'Harry Potter et le directeur de cet établissement. On est la première saison du Jamel Comedy Club, où on peut y voir Fabrice Eboué, Thomas Njol, Blanche Gardin. On était les élèves un peu de cette promotion. Et il a été très généreux parce qu'il nous a mis le pied à l'étrier, et c'est pour ça qu'il y a ce parallèle entre cette école-là de magiciens et les magiciens de l'humour, parce qu'il faut réussir à avoir ce pouvoir magique de faire rire son auditoire, et il nous a donné les clés pour y arriver. J'ai envie de te poser une question un peu piquante, je sais pas si tu auras la réponse, mais du coup, ce serait qui le Voldemort du stand-up? Il y en a deux, trois. Ah là là. Mais on les aime. Il faut toujours des gens un petit peu. On les aime. On les aime et on les citera pas. Ouais, on les citera pas, c'est ça. Bon, faites-vous votre avis, ouais. Toi, quand t'as fait la première saison du Jamel Comedy Club, est-ce que tu te rendais compte que le stand-up en France, et notamment à Paris, ça pouvait devenir aussi énorme? Est-ce que t'avais un peu cette intuition-là ou pas du tout? Oui, nous on l'avait, les autres pas du tout. Pas du tout, parce que il y avait pas du tout de comédie club, il y avait pas de
de scènes de stand-up. Maintenant, aujourd'hui, à ce jour, c'est New York. Franchement, il y a des comédie clubs partout. Tu peux vite progresser. Mais nous, on avait cette vision. On s'est dit, parce que on voyait très bien que petit à petit, les salles se remplissaient, qu'il y avait un intérêt assez fort. On avait la vision. Dans ce livre, il y a 16 humoristes différents qui apparaissent. Est-ce que, malgré leurs différences, toute leur diversité, parce que c'est vraiment des profils hyper variés, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre tous, quelque chose qui les lie ? Oui, il y a quelque chose qui les lie, mais tu sais, j'ai fait au moins 50 entretiens. Ça a été très, très dur d'en garder quelques-uns. J'ai essayé, 16, et j'ai essayé d'y mettre des choses pas redondantes, finalement, tu vois, des anecdotes ou qui pouvaient être assez uniques à chaque fois. Jamel, dans ce livre, il dit un truc aussi que je trouve hyper intéressant. Il dit qu'aujourd'hui, il préfère plus sa vie à son métier, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans quand il a commencé. Est-ce que c'est le cas de beaucoup d'humoristes, ce truc-là, de faire passer en fait sa vie avant son métier, et même peut-être de beaucoup d'artistes d'ailleurs ? Au début, oui, en fait. Même au milieu, en fait. Non, même, enfin, ça dépend, mais c'est vrai qu'à un moment donné, t'es tellement passionné de stand-up, en fait, c'est comme une drogue. Si tu commences à rentrer là-dedans, tu donnes tout, tu sacrifies tout, même ta vie amoureuse. Si on te dit attends, tu préfères le stand-up ou moi, le stand-up, bouge, c'est pas possible, tu vois, parce que pour pouvoir être le meilleur et progresser, il faut s'impliquer totalement. Et après, tu trouves ton amoureux, tu fais des enfants, et peut-être que c'est ce qui prend plus de place après. Tu dis bon, ça y est, je suis repu, tu continues à faire du stand-up, mais t'essayes d'avoir une vie quand même. Toi, t'as eu cette période-là justement où tu t'es un peu mais même personnellement, là, quoi. Oui, heureusement, parce que même pour ta santé mentale, pour ta vie, c'est très important finalement. Tu te rends compte que même ça peut être une source d'inspiration et d'équilibre d'avoir une vie sociale, pas forcément des enfants pour ceux qui ne veulent pas d'enfants et tout, mais de compartimenter un petit peu. Parce que tu peux être vite que être dans le stand-up. Parce que j'ai lu que Jason Brokers disait que c'était assez, la vie d'humoriste et la vie de famille était totalement compatible, parce que du coup, t'es en horaire un peu comme, tu décides, t'es en horaire presque décalé, parce que tu travailles plutôt le soir, tu peux accompagner les enfants, c'est même mieux. Ouais, moi, je suis dans ce cas de figure où je peux voir beaucoup plus mon enfant que les gens normaux qui travaillent de 8h à 19h, qui n'ont qu'une heure avant le coucher. Donc, c'est pas mal, c'est ça. Alors, avec ton expérience déjà personnelle d'humoriste et tous les entretiens que tu as pu faire, j'imagine que tu as eu quelques pistes pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'une vanne fonctionne ou pas sur scène ? Beaucoup de travail, mais tellement de bides avant. Il faut faire, je sais pas combien de bides avant que toute la vanne ou la blague, l'anecdote fonctionne. D'où tous ces petits comédie clubs où on va s'entraîner, un peu comme de la boxe, comme un muscle. Il faut vraiment le travailler. Après, il est beau, il y a que le travail. Toi, t'en as eu beaucoup des bides. Mais tellement, j'en ai eu la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai eu une idée. Mais bon, je suis maline. En comédie club, je suis maline. Je mets mes nouveautés entre des trucs que je maîtrise déjà, mais ma petite nouveauté n'a pas forcément fonctionné. Mais est-ce que des bides, c'est toujours dur à vivre, dans le sens où je pense qu'il y a des moments où les spectateurs ils se disent peut-être c'est juste un moment qui est pas censé être spécialement marrant, et comme il y a des trucs drôles entre les deux, on les met en sandwich. Et en fait, c'est plus pour l'humoriste qui se dit là merde. Franchement, c'est pour les deux. Pour l'humoriste, c'est plus confortable. Comme ça, t'es pas seul au monde, parce que ça peut être assez douloureux, un bide très long. Et puis pour le spectateur qui est venu passer une bonne soirée, tu vas pas lui imposer ton bide. Donc c'est pour ça que ça met du temps. Tu dois tester les choses petit à petit. Donc il faut y aller souvent. Tu te rappelles du bide le plus long et le plus douloureux de ta carrière ? C'était quand ? C'était à mes débuts. Okay. C'était au théâtre du Trévise le dimanche. C'était une scène ouverte. J'ai eu un bide, mais long, mais tellement long, mais tellement... Et bizarrement, j'ai vu, j'étais consciente et lucide de ce bide, sauf que c'était une de mes premières scènes et j'étais tellement heureuse d'être sur scène
que je me suis dit, bon, bah, allez, rentre à la maison, retravaille. Et les gens, à la fin, te disent, ah, quelle énergie, hein. Ah, c'était bien, vous étiez... c'était sympa, on dit souvent. Ah, c'était sympa. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Vous étiez très mignonne. Ou, ah, vous étiez bien habillée. C'est tout, sauf... ça t'a plus motivé que découragé. Ah ouais. Quand tu sens que tu aimes ça, tu t'en fous. À la limite, le bide. Et tu sais qu'entre stand-uppers, on respecte celui qui fait un bide, en fait. Parce que ça veut dire qu'il a osé. On se dit, ah là là, quand il y a des silences comme ça, on se dit, ah, il est en train d'essayer, il est en train d'oser. Donc c'est un vrai respect entre nous. Et dans le livre, tu racontes aussi qu'il y a quelque chose que vous recherchez, c'est un peu ce moment suspendu. Toi, tu dis un petit shoot de crack. C'est quand tu es totalement toi-même sur scène, que les vannes fonctionnent, tu te sens à l'aise. Et c'est un moment apparemment qu'on ressent assez rarement dans sa carrière. Oui. Toi, quand est-ce que tu l'as ressenti pour la dernière fois ? Est-ce que c'est ce que tu recherches le plus? Aussi, récemment, je l'ai ressenti parce que des fois aussi, tu essayes des choses et ça fonctionne et tu es en totale harmonie avec ton public, ta scène et là, presque tu t'envoles, tu vois. Et donc, j'imagine que c'est j'ai jamais pris de crack, heureusement, mais j'imagine que c'est ce truc-là que recherchent les gens qui prennent des substances, tu vois, ce truc où tu es totalement... ailleurs, quoi. T'es high, comme ils disent, t'es high, donc c'est canon. Et il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que comme vous cherchez tout le temps un peu des vannes, il y a ce côté un peu déformation des relations sociales. Dans le livre, Fabrice Eboué, par exemple, il raconte qu'à chaque moment de sa vie, il cherche des vannes, même dans les moments tragiques. Est-ce que ça rend un peu asocial finalement le métier d'humoriste, tu vois? On est observateur de tout, ça c'est clair. Là, on regarde tout, notre cerveau est totalement... notre disque dur est programmé autrement. Et ça veut dire que socialement, c'est vrai que même on peut trouver toutes les... même si tu vas à un enterrement, tu trouves le truc marrant. Et socialement, on adore traîner entre nous aussi parce qu'on veut souvent que rire et que observer les choses et trouver la chose rigolote de cette situation. Donc peut-être que les gens qui traînent avec nous trouvent peut-être un peu relous, ceux qui ne sont pas... parce que c'est constamment de la surenchère de rigolade, quoi. Là, ce matin, en discutant avec nous, t'as cherché des vannes. J'ai tout vu. J'ai tout vu, mais c'est peut-être des fois inapproprié, tu vois. Alors, je me suis fait une réflexion. Il n'y a que 2 femmes interviewées. Il y a Laura Domange et Rosa Bernstein. Est-ce que tu trouves que le stand-up laisse plus de place aux femmes aujourd'hui ou pas? Est-ce que ça a évolué depuis que tu as démarré? Ça a beaucoup évolué. Hein. Tu vois, là, déjà, il y en a que 2, mais parce que, tout simplement, j'ai pas eu beaucoup d'entretiens avec les femmes. Mais à mon époque, il y avait vraiment pas du tout, quoi. On était 3, Blanche Gardin, Claudia Tagbo et moi. Et là, il y en a plein et j'encourage encore les filles, venez, parce qu'elles sont brillantes dès qu'elles sont sur scène. Elles ont je sais pas, elles ont quelque chose de très aiguisé dans l'humour, je trouve. Donc, mais ça évolue et ça, c'est canon. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui te fait bien rigoler en ce moment? Morgane me fait vraiment rire. Il y a Rosa, oui, effectivement. Il y a qui d'autre? Tu vois, il y en a pas. Blanche, Claudia me fait rire. Tu vois, oui, c'est vrai, il y en a pas énormément. De têtes comme ça, il y a des efforts. Ouais. Okay. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que tu abordes avec tes invités les débuts du stand-up en France, le moment où les humoristes ils n'osaient pas encore en vivre. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes humoristes qui se lancent dans le stand-up notamment. Il y a des spectacles partout. Est-ce que finalement c'est pas plus dur de percer maintenant qu'avant, maintenant que l'offre est vraiment pléthorique, quoi? Oui, voilà. Ouais. Il y a beaucoup d'offres. Il faut beaucoup travailler pour pouvoir se démarquer, avoir tout de suite une personnalité, être identifiable tout de suite et se servir des réseaux. Ce qui est cool aussi, c'est que tu peux percer beaucoup plus vite.
avec tes réseaux. T'as plus besoin d'être à la merci des médias ou ou des producteurs. Tu peux être en indé. Ça, c'est quand même cool parce que tu peux avoir une liberté de ton que t'avais pas quand tu rencontrais des producteurs. On disait non mais soit plutôt comme ci, soit plutôt comme ça. Et là, ce qui compte, c'est justement ta personnalité. Et ça, c'est cool quand même. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y ait des jeunes humoristes qui viennent te voir pour te dire t'aurais pas des conseils pour percer dans l'humour, comment je peux faire? Mais toutes les semaines, et toutes les semaines, je me dis mais je suis comme toi en fait. Quand j'arrive avec du matériel, j'ai pas trop de secrets. Franchement, quand tu lis le livre, tu gagnes beaucoup de temps déjà. Je pense que tu gagnes 5 ans. Franchement, non mais vraiment parce que tu comprends quelque chose, tu comprends que en lisant les entretiens, tu comprends que il faut y aller, il faut oser et que faut pas avoir peur. Et puis tu gagnes quelques des techniques d'écriture, etc. Mais faut y aller, quoi. Faut bider. Faut faire beaucoup de bides pour pouvoir avancer vite. En tout cas, je pense que tu as raison en disant qu'il faut gagner 5 ans parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prédisent un peu, pas la fin, mais en tout cas la fin de l'extrême engouement pour le stand-up, qui disent voilà, c'est fini, on en a marre un peu des gens avec un micro à la cool, on va revenir au sketch, au personnage, l'humour va changer. Et en tout cas, il y en a qui tiennent ce discours-là. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est un peu à la fin des belles heures du stand-up ou est-ce qu'au contraire, ça peut durer encore 10, 20 ans? Je pense que ça peut durer, mais à un moment donné, va y avoir les sketchs qui vont revenir, les pièces de théâtre, des choses, même si c'est urbain, ça va revenir. Parce que c'est normal, c'est la vie, c'est comme la mode, tu vois, les choses reviennent, vont et reviennent, oui. Ouais. Et tant mieux, tu vois, comme ça, il y a un petit changement. Mais le stand-up, je pense qu'il est ancré, ça c'est sûr et certain. Il va pas disparaître du jour au lendemain. Non, il va pas disparaître, non. Il y a une question que j'ai envie de te poser, que d'habitude c'est toi qui poses. Sur scène, quelle a été ta plus grande dinguerie heureuse? Ma plus grande dinguerie heureuse, je pense que pour tous les stand-uppers, c'est quand tu commences à avoir... Parce que tu fais toujours des 5 minutes, des 10 minutes, des trucs comme ça, et quand tu commences à voir ton heure, c'est-à-dire 1 heure de spectacle, et que tu commences à voir que tu ouvres une billetterie et que les gens viennent pour toi. Et ils sont ravis de venir pour toi. Et là, tu arrives à aller du début à la fin d'un spectacle. Et là, c'est une dinguerie, quoi. Ouais. Tu vois, vraiment, tu te dis, oh là là, mais j'ai un public. Ils viennent pas pour voir plusieurs humoristes. Et voilà. Pour ma plus grande dinguerie, c'est quand j'ai fait mon spectacle toute seule et que ça a marché. Que oh là, tu passes la meilleure nuit de ta vie. C'est un truc de ouf. Ce fameux shoot. Ouais, tu te dis le shoot d'1 heure, quoi. Ouais. Vraiment, c'est chouette. Merci, Amel, d'être passée nous voir. Alors, je rappelle que ton livre Dinguerie Book est dispo et que tu vas reprendre le théâtre aussi. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots puisque tu as ta pièce qui revient à Paris? Absolument. Ça s'appelle Michetonneuse. Ça commence le 18 novembre. Et là, dès que je quitte la radio, je vais directement en répétition. Répète tous les jours jusqu'au 18 novembre. Donc, la billetterie aussi est ouverte. On est ravis. C'est au Théâtre Le Pic. C'est un théâtre hyper charmant à Montmartre, à Paris. Donc, n'hésitez pas à venir parce que ça, c'est un plaisir aussi. C'est une autre discipline, le théâtre, parce que tu partages. On est 4 filles sur scène et on parle de michetonneuse. Allez checker ça. Merci, Amel, d'être passée. Bonne journée à toi.